marche. Donc je disais bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Déborah Caquet, je suis présidente de l'association des Clionautes, qui est une association d'enseignants d'histoire-géographie que vous connaissez certainement. Cette année, nous avons choisi de proposer cette table ronde pédagogique autour de l'enseignement de la Shoah, qui est un thème central dans nos programmes, aussi bien en classe de 3e qu'en classe de terminale pour le tronc commun et la spécialité. C'est un enseignement qui est un fort enjeu historique, mémoriel, civique, et c'est un enseignement qui se renouvelle. Et il ne tient qu'à nous, professeurs, d'incorporer, d'intégrer ces renouvellements dans nos pratiques. Alors l'association a invité un certain nombre d'intervenants que je vais vous présenter brièvement. Je vais commencer donc à mon extrême gauche avec Georges Mayer, qui est président de l'association du Convoi 77. Il aura l'occasion de vous expliquer ce qu'est le Convoi 77, comment on peut travailler avec le Convoi 77, l'ampleur européenne de ce beau projet. Vous avez ensuite à ses côtés Claire Podetti, qui est professeure d'histoire-géographie en collège dans l'Essonne et qui se charge de toute la dimension pédagogique, de l'accompagnement des enseignants au sein du Convoi 77 et qui aura des retours d'expérience de terrain, aussi bien dans ses classes que dans les classes qu'elle a pu suivre avec les collègues qui se sont lancés dans le projet, et cela pour répondre au plus près à vos interrogations à vous. À ma gauche, Alexandre Bande, qui a travaillé au renouvellement de l'enseignement de la Shoah avec la parution de la nouvelle histoire de la Shoah, qui est professeur en classe préparatoire aux grandes écoles, qui travaille également, qui est intervenant pour le mémorial de la Shoah, et qui va vous parler du Convoi 77 auquel il participe, et qui va vous parler aussi de la façon dont il s'est emparé de l'histoire de son lycée, de Janson de Sailly, dans l'enseignement de ce sujet. Nous avons un quatrième intervenant qui va arriver. Il est en chemin. L'INSPE a beaucoup de salles, et voilà, mais ne vous inquiétez pas, il va arriver. C'est Laurent Joly, qui a publié récemment un très beau livre sur la rafle du Veldiv. L'association avait d'ailleurs eu l'opportunité de le recevoir pour une conférence virtuelle qui est toujours accessible en replay sur notre chaîne YouTube, et qui lui va apporter son regard de chercheur sur le renouvellement de la question et aussi sur les pistes pédagogiques qui s'offrent à nous. Voilà, donc regardez, je l'appelle, il arrive. Alors je m'assois donc maintenant. Comme vous le savez, dans l'enseignement de la Shoah, il y a eu deux grands moments que je vais vraiment brosser de façon très rapide. À partir des années 60, il y a eu le tournant de la projection de Nuit et brouillard. Et puis, à partir des années 80, on a eu une période d'intervention des témoins. Vous voyez, il était important que les enseignants arrivent à faire venir des témoins dans les salles de classe, à créer ce contact direct entre les survivants et les élèves. Seulement, voilà, nous sommes aujourd'hui en 2023. Le temps a passé et ces survivants disparaissent. Et donc, il importe de saisir ce tournant pour nous, pour continuer à répondre aux enjeux dont je vous avais parlé précédemment. Alors, notre premier temps va être consacré à ça, comment enseigner autrement la Shoah. Pourquoi plutôt enseigner autrement la Shoah. Et un deuxième temps sur la méthodologie, ce que l'on peut faire concrètement. Et un troisième temps, si mes invités ne sont pas trop bavards, mais j'avoue qu'à mon avis ça va être dur, un temps pour vos questions. Mais je vais essayer de veiller au grain pour que vous puissiez interagir avec eux. Voilà, alors ce premier temps sur l'enseigner autrement, et je vais peut-être commencer par Alexandre. Concernant les témoins, c'est ça? Tout à fait. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci aux Clionautes pour l'invitation. Ravi d'intervenir avec mes amis et collègues aujourd'hui.
Concernant l'enseignement de la Shoah, oui, c'est sûr qu'on va avoir du mal en quelques minutes à survoler tout ce qui a pu se produire depuis une cinquantaine d'années. Mais je fais partie de ceux qui pensent que qu'enseigner la Shoah après la disparition ou le départ, le retrait des témoins n'est pas en soi un véritable drame, c'est une réalité qu'on connaît dans d'autres périodes historiques. Je ne suis pas mécontent qu'on soit sorti concrètement et personnellement de la période de Nuit des brouillards, parce que je pense que la Shoah, on ne peut pas la réduire à ce film d'Alain Resnais qui mérite d'être potentiellement utilisé avec les élèves, mais plutôt sous l'angle d'une analyse fort critique, et dans ce sens-là, il peut être intéressant. Je sais que dans les années 80, 90, 2000, il était possible, pas systématique et pas toujours facile à organiser, de faire venir des témoins en classe, ou des survivants et des victimes. Je sais qu'il existe encore aujourd'hui, on a eu l'occasion de le voir avec Laurent Joly au lycée Janson il y a quelques temps, de travailler en classe ou devant un public plus large avec des enfants cachés, qui eux n'ont pas été déportés mais qui ont pu vivre la période et qui peuvent apporter aux élèves ou à l'auditoire un témoignage important. Je sais aussi, et on est nombreux à le dire, que le témoignage, c'est un outil précieux pour l'historien comme pour l'enseignant, et en même temps c'est une démarche qui pose un certain nombre de questions. En ce moment, nous avons la chance encore d'avoir 2 ou 3 survivantes d'Auschwitz qui sont susceptibles de pouvoir intervenir. Ginette Kolinka qui est toujours au top de la forme, Esther Senot, mais d'une manière générale, on le sait très bien, ces femmes s'approchent de la centaine d'années, elles tiennent debout parce que justement elles continuent à témoigner, à parler de ce qu'elles ont vécu et souffert. Mais on sait également, pour en avoir croisé il n'y a pas longtemps, une petite dame qui avait survécu également à Auschwitz, que le témoignage, plus on s'éloigne de la période concernée, pose des tas de questions historiques, et que pour l'élève lambda, là j'avais pris un exemple concret, d'entendre parler d'une survivante d'Auschwitz pendant 1h15, qui n'évoque pas en 1h15 le mot de chambre à gaz ni le mot de mort, ça pose un problème à l'enseignant. Après, c'est son libre arbitre de ne pas en parler, on est bien d'accord, je ne porte pas un jugement de valeur. Mais ce que je veux dire, c'est que le témoignage a toujours été en place un sujet qui posait problème et qui faisait question. Donc le fait que les témoins ne soient plus là, c'est vrai que ça rend le contact direct plus possible, mais il y a des bases de données, il y a des accès Internet, il y a des lieux comme le mémorial de la Shoah où des témoignages sont en ligne, qu'on peut visionner. Ça ne remplacera jamais la présence de celui qui était là. Et même quand il n'a pas grand-chose à raconter, celui qui a vécu les choses génère immédiatement une énorme empathie de la part des élèves ou de l'auditoire. Mais néanmoins, je pense que ces témoins qui nous ont beaucoup apporté ont laissé des traces sur lesquelles on a matière à s'appuyer. Je ne vais pas être trop long. Merci. Laurent Joly, vous aviez vous-même des choses à préciser sur la place que peut occuper un survivant dans l'enseignement et les problèmes aussi que cela peut susciter en classe. Oui, bonjour à tous et à toutes. Et désolé d'être arrivé en retard, je suis allé à la Halle au Grain, je pensais que c'était là, j'ai vu plein de monde. Et au bout d'un moment, j'ai paniqué, j'ai regardé le plan, donc je suis vraiment désolé. Et donc, oui. Il y a l'enseignement, mais il y a d'abord la fabrication du savoir. Et c'est vrai que pendant très longtemps, les historiens qui travaillaient sur ce sujet-là n'utilisaient pas les témoins. Donc il y a eu et à dessein, alors qu'il y en avait plein. Dans les premiers travaux sur la Shoah en France, et même dans le monde, sont faits par des historiens français qui appartiennent à l'école du Centre de documentation juive contemporaine. Ce sont des gens comme Léon Poliakov, comme Joseph Billig, comme Georges Wellers. Eux-mêmes sont parfois des rescapés. Et ils sont convaincus que pour écrire l'histoire et pour la diffuser, il ne faut pas s'appuyer sur les témoins. Les témoins sont réservés à l'espace commémoratif. Donc on a des commémorations très tôt. Dès 1945, vous avez une première commémoration de la rafle du Veldiv qui a lieu, et puis vous allez avoir chaque année, la première elle a lieu au Parc des Princes, la deuxième elle va avoir lieu devant l'ancien Veldiv, on va aussi en avoir à Drancy, à Pithiviers, Bonne-la-Rolande. Les témoins, les victimes et leurs proches prennent en charge leur histoire, et la parole, ça a été très bien montré par Simon Pergaud, le témoignage sur ce qu'on n'appelle pas encore la Shoah a lieu dans l'espace commémoratif. Et donc, l'enseignement et la recherche s'appuient sur d'autres choses.
Donc vous avez ce film Nuit au brouillard, donc, qui est vraiment fait pour à la fois être pédagogique, marquer les esprits, évoquer toutes les victimes de la déportation en les mélangeant dans une forme d'unanimisme qui est celui de l'époque, et avec un historien, Henri Michel, qui est le pape des recherches sur la Seconde Guerre mondiale en France, lui aussi, ancien résistant, va, alors c'est le paradoxe, sur ces sujets-là, refuser les témoins. Les témoins, ils écrivent l'histoire de la résistance. Là, c'est sacré. Mais pour les débuts de ce qu'on va faire sur ce qu'on va produire sur l'État français, sur la politique anti-juive de Vichy, j'ai l'impression que mon micro ne marche pas. Si, il marche. Il faut changer. Changer. Alors, je change. Voilà, donc le témoin, il apparaît dans les années 70-80, enfin, tout ça vous le savez, l'ère du témoin, Anna Viorca, et vous allez avoir presque des niveaux hiérarchiques, voilà, qui vont progressivement s'instituer, avec d'abord des gens qui étaient adultes, c'est normal, donc c'est eux qui ont donc, eux, ils ont une expérience d'adultes. Donc souvent dans les classes, dans les années 80-90, ce sont plutôt des anciens résistants. Et quand ce sont des déportés, ce sont des anciens déportés, même quand ils sont juifs, des résistants. Et puis on va en arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui, à partir des années 90, c'est-à-dire les enfants. Les enfants cachés de ce qu'ils ont vécu. Vraiment, Esther Senot a été l'une des premières, mais c'était une déportée, même si elle a été déportée à 15 ans. Et puis voilà, et puis aujourd'hui on fait venir dans les classes Alexandre, une petite fille qui avait 6-7 ans, qui n'avait pas énormément de choses à raconter, mais effectivement il y a un caractère sacré pour les enfants, et ça effectivement c'est absolument irremplaçable. Et qu'est-ce qu'on va faire pour remplacer l'irremplaçable? Là, il y a d'autres personnes qui ont des suggestions autour de cette table. Merci Laurent. Georges, on va vous laisser prendre le relais sur la place des survivants. Alors, la place des survivants, effectivement, on est à une époque où il n'y a quasiment plus de survivants. C'est une réalité. Et comme l'ont bien dit Alexandre et Laurent, non seulement il est tout à fait possible, mais quelquefois il est important aussi d'enseigner ou de transmettre autrement l'histoire de la Shoah sans être obligatoirement dans une situation où s'il n'y avait pas de survivants, on ne pourrait pas faire passer, on ne pourrait pas expliquer ce qui s'est passé. Je vais peut-être, si vous le permettez, vous dire quelques mots sur le projet Convoi 77 et sur le Convoi 77. Donc je vais peut-être commencer par vous dire quelques mots sur le Convoi 77, bien que vous êtes tous historiens, ou une grande majorité d'entre vous, et que moi je ne le suis pas. Peut-être l'occasion de dire quelques mots personnels, puisque en fait ce projet part d'une idée que j'ai lancée il y a de cela près d'une dizaine d'années. Je suis moi-même fils d'un survivant du convoi 77. Mon père était dans ce convoi. Il avait 35 ans quand il a été déporté, donc de Drancy à Auschwitz, et il a, on peut dire d'une certaine façon, eu la chance de survivre à Auschwitz même, dans des conditions assez particulières, puisque il a fait partie des gens que les nazis ont abandonnés. Ils étaient à peu près 6000 à Auschwitz au moment où ils ont quitté le camp, quelques jours avant que les Russes, les Soviétiques arrivent au camp d'Auschwitz. Et mon père faisait partie de ces gens qui étaient au Rivir, donc à l'infirmerie du camp, dans une situation tellement terrible que les nazis les ont abandonnés. Et je dirais que c'est grâce à cela que des gens comme mon père sont restés en vie, parce que s'ils étaient partis, comme c'était le cas de nombreux d'entre eux, terriblement affamés, affaiblis sur les routes dans le froid de l'hiver 45,
comme vous le savez, la grande majorité d'entre eux n'ont pas réussi à survivre. En tant que fils de déportés, n'étant pas historien, mais considérant que, d'une certaine façon, peut-être, en tout cas c'était mon sentiment, que les enfants de déportés avaient peut-être un rôle à jouer, non pas en tant que témoin, parce qu'on est témoin de rien du tout, on peut être témoin d'un certain nombre de choses que l'on a vécues à titre personnel dans la famille. Et là, je fais une petite parenthèse. Dans les familles de déportés, il y a en fait, en gros, 3 grandes situations. Il y a des enfants qui ont entendu parler de la Shoah du matin, midi et soir, et qui se sont, de quelque façon que ce soit, révoltés contre ce qu'ils ont entendu, soit en, comment dirais-je, en rejetant tout ce qui concernait cette période et en ayant aussi une relation quelquefois très très difficile avec leurs parents et avec ce qui s'était passé. À l'opposé, il y a des enfants qui n'ont jamais entendu parler de rien parce que les parents ont considéré que voilà, c'était fini, ça s'était passé, de toute façon c'était intransmissible ce qui s'était passé, donc c'était même pas la peine d'en parler. Et je dirais que pour la grande majorité ce qu'on appelle seconde génération, c'est comme ça que les choses se sont présentées. Moi, j'ai eu la chance d'être un petit peu dans cette petite catégorie qui se trouvait au milieu, c'est-à-dire que mon père n'en parlait quasiment pas, mais il avait fait quelque chose de particulier, c'est que tout de suite après la libération du camp, le camp a donc été libéré le 27 janvier 1945 par l'armée soviétique. Les déportés sont restés sur place encore un temps assez long. En ce qui concerne mon père, c'était encore au moins 2 ou 3 mois. D'abord pour retrouver un petit peu des forces. Ensuite, on les a très rapidement utilisés pour essayer de gérer un petit peu ce qui se passait dans le camp et puis des gens qui venaient un petit peu d'autres endroits. Et le 16 mars 1945, donc un peu plus d'un mois donc après la libération du camp, il a trouvé des morceaux de papier et un crayon et il a commencé à raconter, à écrire pour lui-même ce qui s'était passé pendant cette année où il était resté à Auschwitz. Et ce journal, qu'il n'avait écrit que pour lui-même, existait et je dirais pas que je l'ai découvert, mais je ne l'ai véritablement lu que lorsque mon père est décédé. Et j'ai considéré que, d'une certaine façon, il était important pour moi de trouver le moyen de prendre le relais. Alors, je vais m'arrêter là parce que je ne suis pas là pour vous parler de mon histoire personnelle, mais il me semblait important de situer un petit peu les choses pour vous dire que donc, à un moment donné, je me suis posé la question de savoir si il était possible et s'il était utile que des enfants de déportés puissent s'investir dans cette démarche qui était donc celle de la poursuite de la transmission de la mémoire de la Shoah. Et une idée relativement simple est venue en essayant d'analyser un petit peu. Alors, disons que nous sommes en 2023, le projet a été lancé en 2014, à un moment où il s'est passé en France il se passe un certain nombre de choses qui sont à prendre en considération si l'on veut essayer d'analyser la façon dont on continue à aborder, dont on aborde la Shoah en France. D'abord, il y avait eu, et moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonné à l'époque, plusieurs sondages d'opinion qui avaient été réalisés, qui mettaient en évidence, alors j'en citerai un qui est un sondage de l'IFOP qui a été fait, je crois, dans les années 2017 ou 2018, mais il y avait eu des sondages, des études qui avaient été faites avant, mettant en évidence que de l'ordre de 20 à 25% des 18-35 ans disaient ne jamais avoir entendu parler de la Shoah à l'école. Ce qui est tout à fait a priori invraisemblable, puisque, comme Déborah a rappelé tout à l'heure, on en parle. D'abord, l'enseignement de la Shoah est obligatoire en France depuis plus de 30 ans, et on en parle d'abord
d'abord dans les petites classes un petit peu, ensuite on en parle pas mal en troisième, on en parlait en première et maintenant c'est en terminale. Donc, a priori, tous les élèves auraient dû, d'une façon ou d'une autre, avoir entendu parler de la Shoah à l'école. Alors, on peut dire que si 25% n'en ont jamais entendu parler, ça veut dire que quand même 75% en ont entendu parler. On peut regarder les choses de cette façon-là, mais de toute façon, ça pose quand même un certain problème en ce qui concerne l'abord du sujet. Et je dirais que pour moi, ça a été un point d'interrogation à une période, à une époque où, la négation, ou disons la remise en cause de la Shoah était quelque chose qui prenait de plus en plus de place dans l'espace public, où le discours, quelquefois antisémite, devenait de quelque chose de plus en plus banal. Alors il y a eu une grande période pendant laquelle on n'a absolument pas osé toucher à tout ce qui touchait à la Shoah, c'était totalement sacré. Et puis Dieudonné est venu, et puis voilà, lui et comme d'autres ont décidé, ont proposé, et pour des raisons qui m'échappent tout à fait, mais pas totalement, de libérer en fait ce langage, et ce qui pose bien entendu effectivement un certain nombre de problèmes. Il y a eu à la même période, et il y a toujours, ce qu'on appelle la concurrence des mémoires, c'est-à-dire que voilà, bon d'accord, on nous parle beaucoup de la Shoah à l'école, mais pourquoi on ne nous parle pas aussi et de la même façon, ou si ce n'est plus, de l'esclavagisme, ou de la guerre d'Algérie, ou d'autres choses encore. Donc il y a eu à la fois, je dirais, cette volonté de... Pas cette volonté, en tout cas cette situation, où en fait, on était dans une démarche où il était, quelquefois pour les enseignants, et une grande majorité d'entre vous le sont, quelquefois difficile d'aborder ces types de problématiques en classe. J'ajouterais une dimension supplémentaire, c'est qu'on est au XXIe siècle et que peut-être la façon dont on a parlé, enseigné de la Shoah, on a parlé tout à l'heure du film d'Alain Resnais, la façon dont on parlait de la Shoah il y a 30 ans ne correspond certainement plus à la façon dont il convient ou dont il est possible d'en parler aujourd'hui, pour des tas de raisons qu'on pourrait analyser. Mais disons que globalement, les outils dont on dispose, je parle des outils aussi bien en termes d'information sur la Shoah, les connaissances historiques ont énormément évolué et continuent à évoluer d'une façon importante. D'un autre côté, les outils, les moyens de communication ont changé encore d'une façon importante. Et donc, voilà, c'était peut-être le moment de se poser la question de savoir si parler de la Shoah devant une classe d'une façon frontale pendant quelques heures et faire ensuite un X était l'unique ou la meilleure façon d'aborder le problème. Donc, des gens comme moi, qui sont tout à fait des outsiders par rapport à l'école et par rapport à l'histoire, ont eu cette idée un petit peu saugrenue de dire, voilà, si on proposait un petit peu une idée toute simple, qui est celle que l'on a proposée autour de ce projet, qui s'articule au départ autour du convoi 77. Alors en 2 minutes, le convoi 77, c'est le dernier grand convoi qui a quitté la France, qui a quitté Drancy, pardon. Le dernier grand qui a quitté Drancy, il y a eu d'autres convois qui sont partis ensuite. Le 31 juillet 44, les Américains et les Alliés ont débarqué déjà depuis pas mal de temps. Ils sont à peu près à 40 km de Paris. 3 semaines plus tard, Paris sera libéré, le camp de Drancy sera fermé. Mais malgré cela, Alois Brunner, qui est donc le nazi qui dirige le camp de Drancy, continue son projet. Il y a eu un attentat contre Hitler raté le 20 juillet. Et Brunner, comme d'autres, considère qu'ils ont une mission à accomplir et il va donc essayer et réussir à faire partir un dernier grand convoi le 31 juillet. Et comme il n'a pas suffisamment de gens sous la main à mettre dans ce convoi pour des tas de raisons, parce qu'il y avait à Drancy des gens parce que les Allemands les nazis étaient très très organisés, s'il y avait un doute sur
totale judaïté d'une personne, on faisait des enquêtes et ça prenait du temps. Donc, Alois Brunner réussit à réunir à peu près 1 millier de personnes pour mettre dans ce convoi. Et comme ce n'est pas suffisant, il va faire rafler dans des orphelinats juifs de la région parisienne plus de 300 enfants qui vont être ajoutés à ce convoi dans lequel il y aura donc 1306 personnes qui vont être envoyées le 31 juillet 1944 de Drancy à Auschwitz. Ce qui fait que ce convoi, qui est important pour moi pour des raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure, est un convoi un petit peu emblématique, c'est le dernier grand. C'est un convoi dans lequel il y a un très grand nombre d'enfants, et le plus jeune avait été né à Rothschild, parce qu'on avait dû transporter sa mère de Drancy à l'hôpital Rothschild avant, sera mis dans une boîte en carton alors qu'il aura 15 jours et sera donc envoyé dans ce convoi. La personne la plus âgée aura 87 ans, et bien sûr, vous savez, bien sûr tous les âges, mais énormément de jeunes. Il y avait plusieurs cent, il y avait facilement, je crois, 5 à 600 qui avaient moins de 20 ans, en tenant compte des enfants que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc un convoi emblématique, comme je l'ai dit, beaucoup d'enfants, dernier grand convoi, et troisième, peut-être dimension importante, les gens qui étaient dans ce convoi étaient nés dans 33 pays différents. Tous avaient été pris en France. Un grand nombre d'entre eux étaient français, nés en France, quelquefois enfants d'immigrés, mais pas toujours. Mais aussi des gens qui, certains d'entre eux avaient la nationalité française et on leur avait enlevé, et d'autres ne l'avaient pas du tout, et venaient donc de tous les pays d'Europe que vous connaissez, mais aussi d'autres endroits. Alors ça, c'est un Claire dit Cuba, parce qu'effectivement, il y avait une personne qui était née à Cuba, on ne sait pas ce qu'elle faisait en France à ce moment-là, mais il y avait bien sûr beaucoup de juifs qui étaient nés en Algérie, qui étaient dans un département français à l'époque, mais aussi de la Tunisie, du Maroc, de Turquie, d'Égypte. Tout cela pour dire d'ailleurs qu'il n'y a pas que des juifs provenant de l'Europe de l'Ouest qui ont été déportés, mais aussi des gens venant d'autres origines. Donc, voilà pour le convoi 77 qui était pour moi doublement un terrain important et intéressant. Et donc l'idée que nous avons essayé de lancer était une idée en fait toute simple. C'est de dire voilà, plutôt que de parler de millions de morts, qu'est-ce que c'est que 6 millions de morts quand il y a 50 millions qui ont été tués pendant la Seconde Guerre mondiale? Pourquoi ne pas essayer de prendre en considération l'individu, un individu particulier qui serait né ou qui aurait vécu là où la classe qui pourrait prendre en charge un projet de cette nature se trouve aujourd'hui. Donc nous souhaitions nous adresser à des interlocuteurs, d'abord en France, le ministère de l'Éducation nationale, à qui nous avons proposé de mener un tel projet à titre expérimental, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des choses de cette nature qui s'étaient faites en France préalablement, mais là nous essayions de faire un projet, je dirais, un peu plus général et structuré. Donc nous avons proposé au ministère de l'Éducation nationale de mener une expérience pilote qui a été menée en région parisienne sous la responsabilité d'un inspecteur général. Claire, à l'époque, a fait partie de ce premier projet, afin de convaincre le ministère de l'Éducation nationale que ce projet avait un sens. Donc, nous avons proposé à 6 classes en région parisienne, dans les académies de Paris et de Palaiseau, de choisir dans la liste des déportés que nous avions à notre disposition, un déporté, homme, femme ou enfant, vivant, ayant vécu là, dans la ville ou le village où se trouvait l'établissement scolaire, et d'essayer de
reconstituer la biographie de cette personne, d'écrire son histoire. Pour cela, nous nous sommes dit que c'est bien de proposer un projet comme celui-là, mais d'abord, les enseignants ont beaucoup de travail. Ce qu'on leur propose est un travail supplémentaire qui va leur prendre du temps et de l'énergie. Donc on va essayer de leur simplifier un petit peu la vie. Et avec des historiens qui travaillent avec nous, on a d'abord recherché des documents qui étaient des documents personnels sur chacune des personnes qui étaient dans le convoi. Alors, on n'en a pas trouvé sur tout le monde, mais aussi paradoxal. Alors moi, nous avons été les premiers, je dirais, étonnés de ce que nous avons trouvé. Des historiens que vous connaissez peut-être, qui s'appellent Alexandre Doulu, qui a beaucoup travaillé avec Serge Klarsfeld et Sandrine Labo, qui s'accompagnent, sont allés à Caen rechercher tous les documents que nous pouvions trouver sur les déportés du convoi 77. Et imaginez-vous donc que sur les 1306 déportés du convoi 77, nous avons trouvé des documents personnels sur plus de 1100 de ces déportés. Et de ce fait, nous sommes parvenus, grâce au travail d'Alexandre et de Sandrine, à digitaliser uniquement à Caen plus de 35 000 documents personnels, que nous avons complétés ensuite par des documents que nous avons recherchés aux Archives nationales, qui concernaient l'organisation, qui concernaient les dénaturalisations. Et ces documents, nous les avons mis de côté, et donc mis à la disposition, dans un premier temps, des enseignants qui ont fait ce projet tout à fait expérimental, et ensuite des autres enseignants. Donc on a d'une certaine façon permis à ceux qui avaient le souhait de travailler avec nous de gagner un certain temps important, ce temps pouvant être plutôt utilisé pour travailler avec les élèves sur les documents eux-mêmes, plutôt que de passer un temps et de l'énergie à rechercher des documents. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas l'intérêt ou la possibilité de rechercher dans la proximité aussi des documents dans dans les bibliothèques, dans les écoles. Je vais peut-être m'arrêter là. Pour une première fois. Merci Georges. Alors effectivement, une histoire, un travail différent avec des sources qui sont proposées déjà à l'enseignant qui va se lancer dans le projet. On va Claire qui va pouvoir nous expliquer cela, cette démarche, cette différence de positionnement aussi de l'enseignant, la place de l'élève. Vous l'avez compris, on est maintenant dans notre second temps. Comment faire concrètement? Claire? Alors en fait, je vais vraiment poursuivre ce que dit Georges. C'est vraiment toute l'originalité de ce projet que de vous fournir, quand vous vous inscrivez au projet, ces premières archives pour mettre les élèves un petit peu dans la posture de l'historien. Donc quand vous vous inscrivez, on vous donne ces dossiers de camp. Alors vous les voyez là. Moi j'avais travaillé sur Yankel Fencer-Scham. C'était le père d'Ida Grinspan, parce que il se trouve qu'on privilégie les projets d'histoire locale, mais dans l'Essonne, à Palaiseau, il n'y avait aucun déporté du convoi 77. Donc j'ai dit à Georges, moi j'aimerais bien travailler sur Yankel, parce que Ida vient témoigner, et comme ça, on aura aussi des archives familiales. Alors, voilà. Donc, archives familiales qu'Ida nous a donné. Donc ici, alors ça c'était dans le dossier de Caen. Donc pour vous illustrer un petit peu, on trouve des choses parfois très très différentes. Donc là, il y avait une photo de Yankel, son extrait d'acte de mariage parisien, parce qu'en fait, on a appris qu'il s'était marié préalablement religieusement à Berlin, mais aussi ici des attestations. Parfois dans les dossiers, il n'y a rien. Où il n'y a même pas de dossier en fait. Et c'est ça aussi la Shoah, c'est-à-dire qu'on peut aussi dire aux élèves, c'est non seulement l'assassinat de personnes, mais c'est aussi la disparition de toutes les traces qui nous permettraient aujourd'hui de retracer leur biographie. Et donc c'est aussi parlant, et notamment pour les enfants. Georges vous disait, le bébé de 15 jours, c'est toute une famille qui est déportée.
Donc quand vous vous inscrivez au projet, on peut aussi vous proposer, et ça c'est mon rôle, de travailler sur un résistant. C'est le thème du concours cette année, hein, la résistance à la déportation, parce que dans ce convoi, il y a beaucoup de résistants, de toute nationalité, d'ailleurs c'est intéressant ça aussi. Où vous pouvez décider de travailler sur une famille parce que c'est peut-être un peu plus large et il y a peut-être un petit peu plus de documents. Donc ça, c'est vraiment mon rôle. Donc l'idée, c'est qu'on vous donne ces documents et que c'est pas mal pour nous d'avoir un train d'avance sur les élèves, de les avoir déjà analysés, en fait, pour ensuite mettre les élèves... alors moi, on peut peut-être changer la diapositive. Donc en fait... après le cours sur la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il n'est évidemment pas question que ce projet remplace le cours, donc pour moi en collège c'est à peu près au mois de décembre, hein, je commence le début de l'année en le faisant en accord avec mes collègues que de l'histoire. Je mets mes élèves sur ces premiers documents, donc ces dossiers d'archives. C'est complexe pour des élèves. Si pour nous, évidemment, on a un regard d'historien, donc on sait exactement ce que sont ces dossiers, où on les découvre d'ailleurs. Hein. Ceci dit, moi, quand je me suis lancée dans le projet, je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc je les mets avec une batterie de questions par groupe. Ils ont des archives différentes. Qui a rédigé ce document, quand, pourquoi. Et puis, alors, ce qui les étonne, mais madame, mais on est après la guerre. Et puis, c'est le déporté, là. Ah oui, mais alors, donc à ton avis, il a survécu, oui, très bien, ou pas, hein, parfois c'est un descendant, parfois, donc il y a énormément de choses, et là on y passe beaucoup de temps, au moins 4 heures, parce qu'il y a 1000 questions qui surgissent, et l'idée c'est de leur dire quelles questions pose ce document, là, toutes les questions qui vont surgir. Et ensuite, après, l'idée c'est de faire une sorte de... mind map ou en tout cas de restitution en groupe, et souvent les thématiques qui ont surgi de l'exploitation de ces archives sont celles qui vont être le corps de la biographie. Alors pas toujours, mais souvent. Ils vont trouver des thèmes, et après quand on rédigera la biographie, ce seront ces premiers thèmes qui sont sortis lors de l'exploitation. Alors évidemment, avec ma collègue de français, quand on travaille en amont sur les archives, on a mis les élèves par groupe avec l'idée, tiens là, Léo Kohn, il avait fait un petit peu de résistance, donc on a mis un groupe avec des lettres, le reconnaissant comme résistant. Enfin voilà, on a aussi, nous, évidemment en amont, un petit peu choisi de faire travailler des groupes sur des thématiques un petit peu différentes. Après, mon rôle, c'est de vous aider à trouver d'autres archives. Et elles sont multiples. Et là, à l'échelle d'une année scolaire, c'est compliqué. Donc moi, c'est vraiment mon rôle. Donc je vous dis, vous voyez, vous pourriez mettre les élèves... alors, Georges a dit qu'on avait quelques archives de Pierrefitte, mais en fait, on n'en a pas beaucoup. Or, à Pierrefitte, il y a la base ARIA sur tous les dossiers d'arianisation. Donc si la personne était commerçante, et ça, moi, je peux aller voir s'il y a un dossier. Tous les dossiers de naturalisation et de dénaturalisation. Tout ce qui concerne également les cartes d'identité, etc. Donc ça, c'est une première source d'archives. Évidemment, les archives de Badar-Olsen. Et là, si la personne est rentrée dans le camp, aujourd'hui, ils répondent extrêmement rapidement. C'est-à-dire qu'en 3 semaines, vous avez tout le dossier. Et ça, c'est fabuleux. En fait, ça montre aussi aux élèves ce que sont les archives. Aujourd'hui, et l'importance qu'il y a à garder justement ces traces. Après, alors j'ai mis la préfecture de police, que Laurent connaît parfaitement bien. Souvent, d'ailleurs, je lui pose des questions, parfois, parce qu'il y a des questions qui surgissent. L'état civil, de toutes les mairies, aujourd'hui, beaucoup d'archives sont numérisées. Le recensement, justement, de 1936, qui peut être précieux, parce qu'on a l'adresse des familles, mais qui vivaient dans le foyer, les métiers également. Et puis, après, aussi rechercher des descendants. Ça peut être aussi quelque chose d'intéressant si on veut des archives familiales. Et pour Ida, donc c'est la dernière diapositive, il se trouve que... Non, voilà, c'est celle-ci. En fait, on a retrouvé... Alors, je vais vous raconter l'anecdote. Dans le dossier de Pierrefitte, en fait, il y avait la traduction du mariage religieux de Yankel et d'Ida à Berlin. Et là, dans cette traduction, on apprenait que la maman d'Ida était divorcée d'un premier mariage.
Donc la question qu'on s'est posée avec les élèves, c'est comment est-ce qu'on va l'annoncer à Ida, parce qu'elle ne connaît pas cette histoire. On en a conclu que c'était moi qui devais lui dire, parce que devant les élèves, bien sûr, c'était quelque chose d'extrêmement intime. Donc j'ai appelé Ida et je lui ai dit, tu sais Ida, on a trouvé des choses sur ta maman. En fait, elle était divorcée d'un premier mariage. Alors si vous avez fait venir Ida, elle dit, non, c'est pas possible. Non, mais non. Alors je dis, bah si Ida, tu sais, c'est une archive. Elle dit, non, mais non, non. Et puis, elle n'a pas raccroché, mais elle était un peu en colère. Et 15 jours après, elle me rappelait et elle me disait, mais en fait, Claire, tu sais, ça se trouve, j'ai des demi-sœurs et des demi-frères ailleurs. Bon, voilà, alors, c'était Ida. Ce qui est intéressant, c'est qu'on rentre aussi dans des histoires familiales. Alors, parfois douloureuses, et ça, on le dit aux élèves. Parfois, ça fait écho à leur propre histoire également, et qu'il faut respecter parfois certains silences ou refus. Et je crois que c'est cette dimension-là très sensible de l'histoire qui est magnifique avec les élèves. Et puis c'est des rencontres. Quand on cherche des descendants, moi après le critère, parce qu'il n'y a pas de déportés dans l'Essonne, c'était de travailler sur un des déportés du convoi pour lesquels il y avait des archives familiales. Parce que l'idée c'était de toucher un petit peu ces autres documents, ces photos. Là vous voyez, il y a une photo au Sable d'Olonne, on est en 1936-37, donc c'était les toutes premières vacances, il disait avec ses parents et la sœur de son père. Donc on voit Yankel, Chaja, sa maman, il y a Ida, son petit frère, voilà. Donc c'est aussi très très émouvant. Et l'idée, c'est de se dire qu'on ne travaille pas simplement sur la fin, c'est-à-dire l'assassinat, mais on redonne vie, on prolonge ainsi le travail de Serge Klarsfeld, c'est-à-dire que, et ça, je trouve que c'est magnifique, et au-delà de ça, c'est une histoire européenne, puisque 33 nationalités, c'est un petit peu une radiographie de la France dans les années 30-40, et ça, c'est assez génial. Je trouve qu'on peut aller bien au-delà quand on fait ce projet. Merci beaucoup Claire. C'est une histoire à débordement finalement, puisque on s'intéresse à la famille après. On peut s'intéresser aussi à l'histoire locale. Il y avait des cas, on ne va pas avoir le temps de tous les dire, mais ça va permettre de mettre aussi en lumière ce qu'a mené Alexandre dans son établissement, où l'itinéraire a été inverse. C'est à partir de l'histoire locale qu'il y a eu la rencontre avec le convoi. C'est ça, oui. Tout à fait. Puisque tu parlais, Claire, de M. Klarsfeld, de Serge, à qui on doit tant, c'est la Saint-Serge aujourd'hui, j'ai entendu ça ce matin, et donc, quelque part, je sais qu'il n'est pas loin, je pense beaucoup à lui. Plus sérieusement parlant, enfin, tout aussi sérieusement, mais dans un autre registre, oui, la transition, elle est là, c'est-à-dire que pour avoir beaucoup travaillé à l'échelle locale dans tout l'établissement où j'ai exercé, j'ai eu la chance d'exercer à Paris, et où donc il y a une histoire assez lourde et assez forte avec cette période, et pour l'établissement, les communautés juives ont souvent été fortement touchées. Et donc depuis 14-15 ans que je suis à Janson, de Sailly, qui est un établissement dans lequel il y a 4000 élèves, donc on est nombreux, des collèges, du lycée, des prépas, moi j'enseigne en prépa, mais chaque année, depuis longtemps, on a commémoré devant la plaque, alors je sais pas, tu l'avais tout à l'heure, que je voulais présenter rapidement, qui avait été apposée par l'association pour la mémoire des enfants juifs déportés, qui s'appelle la MEJD, à Paris, qui fait un énorme travail. Les associations, quand vous faites un travail de recherche à l'échelle locale, au-delà de tout ce qu'on a dit sur les archives, il ne faut pas hésiter à vous tourner vers les associations qui, localement, ont parfois, elles aussi, engagé un gros travail, ce qui vous permet de gagner du temps. Elles vous fournissent des trajectoires, des documents, etc. Donc la MEJ, avec la mairie de Paris, avait commencé dans les années 2000 à apposer un certain nombre de plaques. Celle-ci avait été apposée en 2005, bien avant que j'arrive dans l'établissement. Et en fait, vous voyez sur cette plaque, en bas à droite, il était écrit « Seul Pierre Nelson a survécu ». Et puis alors j'étais un peu loin à la détente, j'avais d'autres activités. Puis l'année, je me suis dit, Pierre Nelson, s'il a survécu, peut-être qu'il a laissé des traces. Et grâce à les merveilleux outils qui est Internet, je me suis rendu compte qu'il avait publié ses mémoires. Et miracle, on était en 2016, voyez, donc 2017 même, il était encore vivant. Donc je l'ai appelé, enfin je ne vous pas la fait courte, il est venu avec ses petites baskets et à pied depuis Montreuil en métro, il avait 90 ans. Il est rentré dans un lycée dans lequel il avait été élève avant-guerre et était étudiant après-guerre. Donc il était sorti en 51, il s'est mis devant la plaque, il était très ému. Et il me dit, ah ouais, mais là, il y a un problème, Bernheim, l'agent, moi j'étais copain avec son frère Claude, et Claude, il n'est pas sur la plaque. Et Claude, il est mort à Auschwitz. Et Claude, il était à Janson avec moi. Donc immédiatement, je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire, essayer de reconstituer la trajectoire d'abord de ces élèves-là, ils étaient une vingtaine,
Et puis de se dire, peut-être qu'au détour, sans vouloir taper sur le travail qui a été fait avant, parce qu'il était très important, mais de se dire qu'il y a peut-être des choses à faire. Or, on peut changer de slide, justement. Alors, c'est peut-être même celui d'après, on reviendra sur celui-là après, si ça ne te dérange pas, Déborah. Parce que justement, à Janson, on a la chance d'avoir conservé en toute illégalité, donc là je déballe devant tout le monde, on va être pas bien, mais les archives dans l'établissement. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, normalement, elles auraient dû être déposées aux archives départementales, et notre établissement a réussi à les conserver, à s'en protéger, etc. Et donc on a les registres d'inscription, on a les bulletins, on a plein de choses. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'en partant de la liste de nos élèves, en mettant avec 3 autres collègues de secondaire, collège et lycée, leurs élèves, mes étudiants de Cagnes de l'époque, d'Hippo et de Cagnes, qui avaient bien pris de leur temps sur le sujet, on a épluché les archives et on est tombé sur des choses comme celle-là. Et celle-ci, on parlait de la trajectoire. Moi, je pense qu'un des objectifs de notre travail, quand on reconstitue ces vies, c'est de faire comprendre à nos élèves que lorsqu'on parle de 6 millions de morts, comme disait Georges Miller tout à l'heure, on est incapable de faire passer un message. Voilà, il y a un chiffre, un bilan chiffré, d'accord. Et que individualiser les trajectoires, redonner vie, et rappeler que finalement, ce qui est ça un génocide, c'est qu'on tue les gens pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils ont fait. Et on les tue et on les empêche de devenir ce qu'ils auraient dû devenir. Alors c'est le cas de toutes les victimes de toutes les guerres, on est d'accord. Mais là, ces victimes, elles peuvent générer chez les élèves, non pas une empathie particulière, mais une réflexion particulière sur le fait que c'était des gens comme eux. Et donc les bulletins scolaires, c'est génial parce que ça permet de se rendre compte que ces gamins, ils étaient doués ou pas doués. Ils étaient sages ou pas sages. Ils étaient sérieux ou pas sérieux. Et puis de temps en temps, on trouve des choses comme ça. Donc le fameux frère de Claude Bernheim, qui était scolarisé en 42-43, ça c'est la version archive lycée. Il fait son premier trimestre, deuxième trimestre il est absent, grand trait rouge. Mais nous, grâce aux archives Drancy, Klarsfeld, on sait qu'il est déjà mort à Sobibor. Bing. Donc voilà, donc là on réfléchit, on dit on convoit 53, 55, c'est les convois qui partent sur Sobibor. Donc là on explique aux élèves, vous voyez, là, le trait rouge, donc on engage une démarche. Et donc en ce faisant, on peut revenir en arrière. Non, on va regarder celle-là, on reviendra après en arrière sur le... Excuse-moi Déborah, je te fais faire des... Voilà. On peut revenir sur la photo suivante, excuse-moi. Ce faisant, on rencontre donc des gens... Alors, on a publié, ça c'était l'aspect général, en 2020, un petit ouvrage qui a été préfacé par Serge Klarsfeld. Mais donc, excuse-moi, c'est moi qui m'exprime mal, donc c'était la photo d'après celle-ci, on voyait la photo de Jean Lévy. Ce qui est très intéressant également, c'est qu'on retrouve les trajectoires de famille. Par exemple, le gamin que vous avez à gauche, ici, Jean Lévy, la photo elle est prise à l'été 42. Son papa est prisonnier de guerre depuis l'été 40 dans un stalag. Quoique juif, il reste prisonnier de guerre, ça c'est important. En théorie, les enfants de prisonniers de guerre, même juifs, ne sont pas concernés par la déportation. Mais là, il y a certainement eu un certain nombre de soucis, d'autant que la maman était par contre étrangère, elle. Et donc avec sa mère Violette, qu'on ne voit pas sur la photo parce que là c'est les grands-parents, il est arrêté Jean en tentant de passer la ligne de démarcation à Montrichard au mois de septembre 42. Il est interné rapidement au camp de la Lande, il est déporté fin septembre et il est gazé avec sa mère à Auschwitz juste après. Et ce qui est intéressant, c'est que le papa a survécu, il est revenu de la guerre, il a épousé une femme à qui il a fait 5 enfants, à qui il a donné les noms des 5 morts de la famille, voilà, donc c'était très, très lourd, et à qui il n'a jamais raconté ce qui s'était passé. Et sur la cheminée de la famille, il y avait cette photo-là. Et tous les ans, le jour d'anniversaire de la naissance de Jean, il se taisait toute la journée. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer, on les a eus ensemble, on se rappelle, alors c'était un témoignage très fort, 2 des demi-frères de ce petit Jean. Et donc, ces histoires-là, on les a pas tout de suite. Mais ce qui était génial en faisant ce travail, c'est qu'on a retrouvé des familles. Tu parlais des familles, vous parliez, Georges Miller, des familles, on a retrouvé des familles. Et donc là, on a également, et là, c'est quelque chose à expérimenter qui est assez nouveau et intéressant, c'est justement de faire venir quelqu'un qui n'a pas connu la période, qui ne se considère pas comme témoin, mais qui raconte à nos élèves la démarche qui est celle de quelqu'un qui a à vivre avec cette lourde histoire et mémoire familiale. Donc ça, c'est peut-être pas à faire avec des enfants trop petits, des élèves trop petits, mais je sais qu'avec les hippocagneux et les cagneux, ça a eu un effet absolument incroyable de travailler sur une mémoire de la mémoire. Quoi, et donc, un des frères qui racontait qu'il a fait une psychanalyse pendant des années, enfin, quelque chose qui était très très fort. Quoi, voilà. Mais bon, donc, cette démarche-là, je ne vais pas être trop long dessus, mais elle est exceptionnelle, on a eu beaucoup de chance, mais je pense qu'on peut l'engager ailleurs, parce que des descendants de famille, enfin, il y en a ailleurs, donc on peut passer plus vite après sur d'autres documents. Parce que, vous voyez, ça permet le genre, là, c'est une photo qui est prise en juin 42, là aussi, c'est une photo familiale, pas celle du lycée, juin 42, on est 2 mois avant sa mort, 3 mois, quoi, voilà. Donc, quand on arrive à incarner la victime d'un processus génocidaire, et quand on arrive à faire passer l'idée à des élèves que l'idéologie, en l'occurrence celle des nazis, va jusqu'à chercher des enfants de cet âge-là, dont on voit bien qu'ils feraient de mal à personne, pour aller les déplacer sur plusieurs milliers de kilomètres
les faire mourir dans des conditions absolument abominables, sans oublier qu'au même moment d'autres tombent sous les balles de l'ASS ou d'ailleurs sur le front russe. Mais voilà, donc ça permet, sans tomber dans le pathos, de travailler sur quelque chose de concret. D'autant, et on continue, donc là on a l'affiche de Jean au camp de la Lande, et donc ce petit travail qu'on a fait, et on peut revenir, excuse-moi, sur la plaque suivante, sur la plaque suivante, c'est que ça nous a permis, vous voyez, par rapport à la première plaque que vous avez certainement déjà tous mémorisé, il y a plus de noms. Il y en a 27, d'accord ? 27 noms, avec en plus, par exemple, le nom de Klaus Rotter, parce que moi, je me souviens, Klaus, c'est moi qui l'ai trouvé dans un bulletin. On avait son frère, qui était sur la liste avant, qui s'appelait Henri Heinz, ils venaient d'Allemagne tous les deux. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est on a compilé les bulletins. On a tourné les bulletins. Et à un moment, je suis tombé sur un Rotter, je dis, mais Rotter. Et en fait, c'était Klaus. Et Klaus, il était nulle part. Pourquoi il était nulle part ? Parce qu'il était mort au camp de la Rolande. Et en fait, ça, c'est une démarche qu'a entreprise également Mémorial de la Shoah quand il a revisité le mur des noms en 2020. C'est qu'ont été insérés des gens qui étaient morts dans les camps et dont on se disait ils n'ont pas été déportés, donc voilà, mais qu'il ne faut pas oublier non plus, parce que s'il était à Vaux-de-la-Rolande, c'est parce qu'il avait été raflé comme juif. Voilà. Donc, vous voyez, ça permet concrètement de corriger des erreurs. Par exemple, Jacques Wittmann, annoncé mort, avait survécu à la guerre, de corriger et puis de rajouter des noms. Donc, on a rajouté Claude Bernheim. Voilà, Pierre Nelson était tout content. Il était content, mais il est venu et il est décédé juste après. Mais tout le monde, il a vu la plaque avec le nom de son petit camarade d'école. Donc, vous voyez, c'est des histoires qui... Et donc, au détour de tout ça, je crois qu'il y a un autre slide après, voilà. Qu'est-ce qui nous est arrivé? C'est qu'on va arriver au point 77, je ne vais pas être trop long non plus, mais Jennifer qui est ici dans la salle, Jennifer Guélin qui travaille sur Molière, et une dame qui travaille sur Molière, de la présidente des anciens élèves, me dit au janvier dernier, dites donc, on a une élève, Janine Stepanski, dont le frère devait être scolarisé à Janson. Je dis, je vais voir, je prends son prénom, il s'appelait Daniel, je savais qu'il était dans les petites classes, que dans les grands lycées de l'époque, il y avait des petites classes du secondaire, donc on pouvait rentrer dans les lycées dès 6 ans et demi, 7 ans. Voilà. Et donc il avait 7 ans et demi, Daniel, je cherche et je tombe sur son bulletin. Vous voyez, Stepanski, son papa, rue de la Faisanderie, deuxième trimestre, Daniel était absent tout le trimestre, d'accord, je continue. Et qu'est-ce que je trouve sur le troisième trimestre? Mon petit élève, progrès très satisfaisant. Et je disais, encore hier, j'en parlais à une interlocutrice avec qui discutait du sujet, on a beau travailler là-dessus depuis des années, il y a quand même des moments où on a beau dire aux élèves ce qui compte c'est l'info et c'est pas l'émotion. Il y a des moments où ça fait tout bizarre parce que Daniel, là, c'est son bulletin qui date du mois de juin 1944, mais il est parti dans le convoi 77 du 31 juillet. Et donc il est gazé à Auschwitz le 3 août. La chronologie, elle est implacable, quoi. Donc là, nous, historiens, nous, enseignants, on tombe sur un document comme celui-là et on se dit, mais bon. Donc c'est pour ça qu'on en est arrivé à travailler avec Claire et avec Georges, parce que grâce à ce qui s'est passé à Molière, et donc je rends hommage au gros travail qui a été fait à Molière par les lycéens de Molière, c'est qu'on a réussi à retrouver donc la sœur, Janine, à retrouver la maman, Rebecca. Sur Rebecca, j'ai trouvé grâce à Caen une archive absolument incroyable. Alors là, c'est un peu loin pour que vous le disiez de là où vous êtes, mais c'est vraiment incroyable. C'est une archive qui est dans le dossier du papa en plus. Parce que, oui, j'ai oublié de préciser, c'est que le papa, il s'appelait Henri. Il était dentiste, ça c'est pas important, mais les deux belles familles venaient de Russie. Donc là, il est également intéressant. On a trouvé les actes de naturalisation des années 20, et Henri, il est arrêté par la rafle dite des notables. Donc lui, il est à Compiègne-Royal-Lieu, et il part, c'est fou, hein, il part dans le convoi numéro 1. C'est-à-dire que Henri part dans le 1, et sa femme et ses 2 enfants partent dans le 77. Donc on est face à une histoire qui boucle la boucle de la déportation des Juifs de France. C'est-à-dire que là, c'est un truc qui est complètement incroyable, quoi. Et donc là, c'est une lettre de la maman qui a envoyé un ami de la famille, qui est dans le dossier de Caen du papa. Donc en fait, quand on travaille sur Rebecca et sur les enfants, on ne le trouve pas. Si on n'avait pas travaillé sur Henri, je n'aurais pas trouvé. Donc c'est le plaisir et le hasard du chercheur. Et donc... cette lettre, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle raconte qu'elle envoie des remerciements, donc on est le 30 juillet 1944, et elle remercie quelqu'un, un ami de la famille, qui envoyait des paquets à Drancy. On sait qu'il était possible d'envoyer des colis dans Drancy. Bon. Et elle lui dit, voilà, elle se fait appeler René, c'est intéressant, parce que ça veut dire que, comme beaucoup de familles ou de gens dont le patronyme était juif, on avait tenté, donc elle se fait appeler René, et elle dit, voilà, on part demain, je viens d'apprendre une bonne nouvelle, on part vers l'Est, je viens d'apprendre que je vais pouvoir monter dans le wagon avec mes enfants, ce qui veut donc bien dire qu'il y a un wagon d'enfants, ça on le savait en partie. Et deuxièmement, j'ai bon espoir de retrouver Henri là où il est parti. Or Henri, nous on a, par les archives du camp d'Auschwitz, on sait, nous maintenant, elle ne le savait pas, que arrivé fin mars 1942 à Auschwitz, il est mort dans le courant de l'été.
Donc cette lettre, elle est d'une violence terrible, parce qu'en fait, et en même temps, elle est révélatrice de ce que veut dire être arrêté, déporté juif en 1944 à Paris. Et je signale également, et je termine là-dessus, que pour les élèves, c'est quand même très intéressant, si on a fait un cours sur la Shoah à l'Est, de retenir une idée quand même très importante, c'est qu'on peut être juif et aller à l'école à Paris au mois de juillet 1944. Voilà. Ce qui est quand même différent de la situation d'un juif polonais ou d'un juif biélorusse ou ukrainien, voilà, qui s'est terré dans la campagne ou qui est déjà mort depuis longtemps. Donc ça permet également d'introduire les questions de nuances géographiques quant au processus génocidaire. Voilà, ce qui n'est pas évident en troisième, mais ce qui, à mon avis, en terminale, va pouvoir très bien passer. Donc on en est arrivé au point 77, c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, hein, et je trouve que c'est pas inintéressant de se dire que même si on est dans un établissement récent, donc où il n'y a pas toute cette histoire, si on travaille à l'échelle de la commune, si on travaille à l'échelle du département, ou si on voit sur le site et qu'on regarde la liste des nombreux déportés qui n'ont pas encore été étudiés, il y a matière à faire un beau travail, parce que, comme le disaient très bien mes deux prédécesseurs dans leurs interventions, c'est qu'à l'arrivée, en parlant de ces 1300 personnes, là, on recouvre des thématiques très différentes, l'immigration, etc. Donc voilà, c'est pas sous la forme d'une leçon à donner que je voulais intervenir, mais c'était d'idées à suggérer et de rappeler que nous qui enseignons, on doit quand même aussi accepter pour les élèves de canaliser cette émotion qui peut survenir. Déjà, elle survient pour nous, donc forcément, elle peut également survenir par les élèves. Voilà, je m'arrête là. Merci Alexandre. Alors, Laurent va pouvoir continuer et donner son regard de chercheur sur la difficile écriture de cette histoire qui ressort, évidemment, on l'a vu au niveau du convoi, mais qui est évidemment le problème pour tout historien professionnel aussi. Et Laurent, on vous écoute sur ce point. Je vais reprendre le micro qui marche. Je ne sais plus ce que je devais dire à ce moment-là de notre scénario, parce qu'on est parti sur effectivement quelque chose de très très fort et d'extrêmement concret. Et du coup, il y a plein d'idées qui me sont venues à l'esprit. Alors, je ne sais pas si j'évoque les idées qui vont venir à l'esprit ou ce qu'on avait préparé ensemble. Mais oui, je pense que là, on est au cœur de ce qu'il faut très clairement pour enseigner aujourd'hui la Shoah, c'est-à-dire des éléments très concrets qui nous permettent de comprendre la spécificité de ce qui s'est passé en France. Parce qu'effectivement, en France, Alexandre, je crois que tu finissais là-dessus, les Juifs n'ont pas été autant persécutés qu'ailleurs. Il n'y a pas eu la possibilité pour l'occupant et le gouvernement de Vichy qui collaboraient d'établir une ségrégation sociale globale des Juifs plus poussée qu'ailleurs. Et ce qui explique en grande partie le bilan de la solution finale en France. Et le fait que les 3/4 des Juifs, comme on entend toujours, ont survécu en France. Par rapport à d'autres pays où l'ensemble des communautés ont été broyées. Donc il y a une singularité française qu'une approche très concrète comme celle du convoi 77 peut permettre de comprendre. Par exemple, la période dans laquelle on est, au moment où il y a ce convoi. En France, il y a eu, comme dans d'autres pays, mais avec une particularité propre, qui est que c'est le seul pays en Europe où vous avez un gouvernement qui a une partie d'autonomie. Le gouvernement de Vichy a une zone de souveraineté, c'est la zone libre, et il y a une partie du territoire qui est occupée. Enfin, tout ça, vous savez ça, mais c'est absolument unique en Europe. Et donc, ça va entraîner la nécessité pour l'occupant de s'appuyer sur ce gouvernement de Vichy et de s'appuyer sur la police ordinaire, ce qu'on ne voit pas ailleurs. Ce sont des agents ordinaires de l'État qui ont fait les grands drames de l'été 42. Ça, vous savez ça, je le rappelle. Ce que vous savez aussi, c'est qu'il y a eu une certaine émotion, même une très grande émotion, qui s'est emparée de la population française quand elle a compris qu'il se passait, parce qu'elle a compris ça. On n'a pas compris qu'il y aurait des chambres à gaz, on ne savait pas, mais on a compris qu'il se passait quelque chose d'anormal. La séparation entre les parents et les enfants, la constitution. Alors, il n'y a pas de convoi d'enfants en 42, mais on voit qu'il y en a, en tout cas des wagons. L'idée là, c'était pas de mélanger, c'était pas de faire des convois d'enfants. On a déporté les enfants après, mélangé avec d'autres adultes. Bref, on a fait des choses ignobles qui se sont passées qu'en France à l'été 42. Déporter des enfants séparément de leurs parents, ça s'est fait qu'en France.
Donc il y a un moment que l'opinion publique a compris qu'il se passait quelque chose d'absolument insupportable. Et il y a eu des protestations religieuses en zone libre. Vous savez, des cardinaux, des évêques. Et donc là, on a un gouvernement français qui a été obligé de tenir compte, et l'occupant aussi, de tenir compte de ce facteur de l'opinion publique. Donc vous voyez, ça, c'est singularité française. Ce qui fait que les plans nazis, qui étaient à un moment donné, au début, les nazis se disaient, on va créer comme ailleurs, on va créer des quartiers juifs, on va créer... Non, on n'a pas pu faire ça en France, donc les juifs sont restés chez eux, le plus souvent, à leur adresse d'avant-guerre. Alors ils ont fini très souvent par entrer en clandestinité à partir de 1942, mais pas tous. Certains sont restés chez eux, et Paris est, en Europe, la seule ville de l'Europe nazie, où vous avez en 1944 des juifs qui effectivement vont à l'école avec leur étoile jaune. Il y en a peu, mais il y en a. Des synagogues qui restent fréquentées, peu, mais il y en a. Et des gens qui se promènent dans la rue avec l'étoile jaune. Vous avez 40 000 juifs en 1944 à Paris qui sont pointés par les services de la préfecture de police de Paris. C'est un cas absolument unique en Europe. Donc vous voyez, relier ce contexte global à des cas particuliers peut, là je reviens à ce qu'on s'était dit quand on avait préparé cette rencontre, peut permettre à la fois de rendre concret ce qui s'est passé, et effectivement ça marche, ça crée une empathie, ça crée une compréhension chez les élèves, mais ça permet aussi de répondre à ceux qui vont dire bah oui, mais c'est grâce au gouvernement de Vichy qui a sauvé les juifs français, qui a sacrifié les juifs étrangers, enfin, vous voyez, toutes ces âneries qu'on peut parfois entendre depuis quelques années, je pense notamment à Éric Zemmour. Mais c'est des vieilles idées, ça, c'est des choses qui remontent au procès de l'après-guerre. Il y a toujours eu des gens pour défendre la politique de Vichy, enfin, en tout cas essayer de la justifier, et surtout essayer d'atténuer ce qui a été la réalité de la solution finale en France. La solution finale en France, effectivement, on est loin de la Pologne, le choc est moins fort, vous savez, c'est comme un tremblement de terre, la solution finale. C'est-à-dire que plus on est proche de l'endroit où ça se produit, plus il y a de morts, et plus on s'en éloigne, moins il y en a, et la France, effectivement, était relativement loin, et donc pour les nazis, ça n'a pas été la priorité. Mais malgré tout, leurs plans ont été empêchés par cette complexité, cette réalité de la société française, un État laïque, enfin, plein de choses, tout ce que vous savez. Et les archives nous ramènent vers ça. Quand on voit dans les dossiers de la Sûreté nationale d'immigrés, de réfugiés juifs, pourquoi ils vont évoquer mariage religieux? Pourquoi? Juifs. Parce qu'il faut qu'ils prouvent qu'ils sont juifs. Parce qu'en France, on ne sait pas si on est juif ou pas. Mais quand vous êtes un réfugié à la fin des années 30, vous avez fui des persécutions nazies, vous devez montrer que vous êtes juif. Vous voyez, c'est tout bête. Et donc c'est comme ça qu'on va invoquer des éléments qui, normalement, en France, sont dans le cadre privé, parce qu'en France, il n'y a pas de recensement religieux. Voilà, on ne sait pas qui est juif, qui n'est pas juif. Aux Pays-Bas, il y a un impôt, en Allemagne, il y a un impôt, enfin, dans presque tous les pays en Europe, on savait quelles étaient la religion des gens. En France, on ne sait pas. Et on trouve ces éléments-là dans les archives d'avant-guerre que parce qu'il y a ces biais-là on doit prouver qu'on est persécuté ou enfin d'autres moyens. Mais vous voyez, c'est tout ça que les archives peuvent permettre de comprendre et au bout du compte, comprendre pourquoi tant de juifs, au bout du compte, même si le bilan de la solution finale est absolument énorme en France, hein, on pourrait en parler pendant des heures, mais quand on compare avec la Belgique, les Pays-Bas, avoir réussi pour les nazis à obtenir 75 000, quasiment 75 000 juifs de France, c'est absolument considérable quand on regarde l'immensité du territoire et d'autres facteurs. Mais voilà, ces archives très concrètes peuvent permettre de documenter ça. Et puis il y a aussi le fait qu'avec le convoi 77, on est dans une autre phase de la solution finale. Je vous l'ai dit, les rafles, l'émotion de l'opinion publique. Donc après, il va y avoir moins de rafles. Surtout, les juifs vont davantage très souvent se cacher. Donc il va falloir qu'on arrête individuellement les gens. Et en 1944, on est dans cette phase-là.
où beaucoup de gens sont arrêtés individuellement. Ce qui fait que, au-delà des archives de camp, les archives de camp sont des archives administratives, on peut parfois trouver des traces sur l'arrestation. Ce qu'on ne va pas pouvoir trouver si on s'intéresse à un convoi de 42. Si vous travaillez sur un convoi du Veldiv, les traces sur les gens, vous allez en trouver très peu. Vous allez trouver les archives de camp, qui effectivement sont souvent assez décevantes, parce que de temps en temps on a ces documents-là qui sont extraordinaires, mais la plupart du temps, surtout pour les déportés de 42, c'est des documents administratifs visant à donner des droits ou des attestations à des ayants droit. Donc mais en 44, on est dans une autre phase, qui est celle de la traque, et là on peut trouver beaucoup plus de choses. Et ça rend effectivement toujours très... Puis en plus, on se dit, tiens, ils auraient pu éviter d'être arrêtés. C'est aussi qu'on se dit très souvent. Souvent, on se rend compte qu'il y a vraiment des arrestations liées à des délations, liées à un raid de la Gestapo, qui aurait pu... si la personne n'avait pas été là... Et donc c'est aussi tous ces facteurs-là de hasard qui rend les choses, qui rend ce qu'est la solution finale palpable, c'est-à-dire que c'était une sorte de loterie terrible, puisque les nazis voulaient tuer tous les juifs. Donc en fait, personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Effectivement, les 3 quarts ont survécu, mais quand on voit le profil des gens qui sont arrêtés, ça peut tomber sur n'importe qui. Voilà, je m'arrête là, je ne sais pas si j'ai répondu à ce à quoi vous attendiez. Si, tout à fait. Et j'ai employé 10h22. On me presse à ma gauche pour redonner la parole. Mais juste un court instant. Un court instant. C'était juste parce que pour rebondir, parce que je pensais, c'est par effet d'escalier ou de tiroir, sur l'année 44 et sur le convoi 77, c'est exactement ce que disait Georges Meyer tout à l'heure. Il y a un autre élément qui peut être passionnant à étudier avec les élèves, même s'il est un peu compliqué, c'est la question de l'UGIF. Et en l'occurrence, on se rend compte que là, puisque je pense à Janson également, parmi les enfants qui sont, parce que là j'ai parlé de Stepanski, mais sur l'année 44 à Janson, sur les 27, il y en a moins 3 ou 4 qui partent dans les derniers convois. Et en particulier un qui s'appelait Lionel Lambert, qui était le fils de Lambert, qui était vice-directeur, directeur de la zone sud pour l'UGIF. Oui, donc ce que je veux dire, et ça c'est très intéressant, parce que ça révèle que cette population juive de France, la plupart du temps française là en l'occurrence, vivait avec l'étoile jaune, dans la crainte de la déportation, mais pouvait espérer passer à travers les mailles du filet, sachant que les Alliés avaient débarqué. Et je reprends 2 exemples concrets, là c'est vraiment très concret. Parmi les enfants, il y avait quelqu'un qui s'appelait Georges-André Cohn, dont le papa était un des directeurs de l'hôpital Rothschild, d'accord. Et il y avait un enfant qui s'appelait Gilles Arbleicher, dont le papa était amiral, c'est la famille Lyon-Camp-Arbleicher, Voilà, et donc les 3 sont arrêtés en 44. Arbleicher, il est arrêté en classe. Enfin, son papa est arrêté dans le 16e. Le fils a 18 ans, il fréquente Janson depuis la 6e. Et que fait le père? Et on est en 44. Ce qui révèle également le manque de connaissances et de visibilité qui est celui des gens qui vivent en France. Le père dit à son chauffeur, allez chercher mon fils en classe. Le chauffeur va chercher le fils en classe, le ramène à la maison. Tout le monde est déporté, tout le monde meurt à Auschwitz quelques jours plus tard. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 3 cas qui révèlent qu'il était possible dans la France de 44 de considérer que parce qu'on avait une fonction qui était plus ou moins importante et que les nazis avaient joué sur cette distribution des pouvoirs à destination d'une petite minorité de la population juive. Là, ce que vous racontez sur les raves dans les foyers de l'UGIF, Pierre Nelson, il était dans un foyer de l'UGIF. Donc c'est ça qui est génial, c'est que tous les indicateurs se recoupent. Et donc, autre thématique possible, comment être juif en 44 en France, c'est quelque chose de possible, et ça peut donner l'occasion, avant de parler du concours 77, d'un beau travail avec les élèves. Merci Alex. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il faut que je prenne le micro? Je vais reposer votre question si vous voulez. Oh là là, j'ai plein de choses. Merci. Bonjour, merci infiniment. Alors déjà, juste pour rebondir sur plusieurs choses, sur justement combien les élèves sont demandeurs, en fait, c'est ça. En fait, tout ce qu'ils veulent, c'est justement qu'on incarne, qu'on leur permette de se connecter. Et juste un exemple, j'étais à la présentation de Georges Bensoussan et Cathy Azan sur le sauvetage des enfants, et il y avait une classe, je ne sais pas si d'autres personnes qui sont là y étaient, il y avait une classe de Bagnolet qui était là, des lycéens qui étaient au fond, et moi j'étais au fond. Et puis clairement ils s'embêtaient, ils se sont fait disputer, enfin bon, et c'est vrai qu'ils faisaient un petit peu les foufous. Et j'avais sympathisé avec certains d'entre eux, et je leur ai dit, sortez avec moi, il faut que je vous parle, hein, parce que ça frisait l'indécence, ils jouaient aux cartes. Enfin, bon. Et je dis, mais
compte? Et il y a la gamine qui dit, mais madame, on comprend rien. On comprend rien, on ne sait pas de quoi ils parlent. Donc, bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient en seconde, je ne sais pas, peut-être en troisième, c'était passé à la trappe, j'en sais rien. Et donc, j'ai commencé à leur parler, vous vous rendez compte, par contre, des enfants. Ah bon, il y a eu des enfants, mais ils avaient quel âge? Alors, la partie, et puis, il y en a un qui me dit, oui, mais les juifs, voilà, enfin, moi, vous me regardez, madame, je ne suis pas juif, hein, je suis musulman, et puis il y a un copain qui dit, bah, et puis alors, moi, je suis noire. Je dis, oui, mais, et donc là, il y a la phrase de Frantz Fanon qui dit à ses frères, mes frères noirs, lorsqu'on parle du juif ou de l'arabe, tends bien l'oreille, on parle de toi. C'est ce que j'aurais dit, enfin, voilà. Et alors là, il demandait, puis après je leur ai dit, bon écoutez, vous êtes gentils, mais moi j'aimerais bien écouter Cathy. Mais voilà, il y a aussi ça, le manque aussi de connaissances, et donc cette rivalité, je ne sais plus ce que vous avez dit, la concurrence, voilà, des mémoires. Finalement, si on... deuxième chose, en fait, je voulais énormément vous remercier. Moi, j'enseigne aux États-Unis, et le site du Convoi 77, je l'utilise très souvent, et pas de la même façon. Mais ça nous a permis de jeter la lumière sur l'identité d'enfants dont parle Hélène Baird. Donc dans le journal d'Hélène Baird, à un moment donné, elle dit j'ai emmené 5 petits de la marque, j'ai emmené les plus beaux. Et finalement, après j'ai retrouvé les noms et ils sont quasiment tous. Voilà. Et donc là aussi, ça apporte une autre clé de lecture. Donc ce Convoi 60, votre site permet donc d'ouvrir sur une autre lecture. Et troisièmement, alors là c'est la méthodologie. En fait je pense que c'est donc à vous deux, pardon. Lorsque vous découvrez des descendants, comment est-ce que vous procédez pour les contacter? Je vous dis ça parce que je suis allée à la présentation des archives à Ronsen et j'ai été très choquée. Alors encore une fois, je viens des États-Unis et on va me dire, oh, les Américains ne veulent pas. Mais un des chercheurs en fait va toquer à la porte des gens directement. Il leur annonce, il leur dit, voilà, on a un bouton de manchette de votre oncle qui était à Auschwitz. Moi, je trouve ça très brutal. Je pensais qu'il y avait un courrier. Donc, je sais pas... Voilà, et c'est peut-être très culturel aussi. Non. Alors, deux choses. Il y a des déportés du Convoi 77 survivantes, dont une des animatrices de l'UGIF, qui ensuite a vécu aux États-Unis. Oui, alors bref, on va... Les deux, hein, notamment. Moi, j'envoie des courriers, effectivement. Et après, je laisse la possibilité à la personne de me rappeler ou pas. Et en fait, très souvent, donc parfois, je regarde toujours dans l'annuaire et donc j'envoie une vingtaine, une trentaine de lettres en expliquant que je travaille avec des élèves, quel est le projet, etc. Et j'ai toujours eu des réponses. Alors parfois, c'est des gens qui n'ont rien à voir, mais qui portent le même patronyme, mais qui me disent « Ah, c'est super ce projet ». Voilà. Parfois, il y a aussi des personnes sur le site, il y a aussi des familles qui ne souhaitent pas. Alors, je vous raconte juste, là, on a fait une visio il n'y a pas longtemps avec Georges, et il y a un monsieur qui n'était pas du tout historien, mais qui a assisté, qui m'a dit « Ah, mais en fait, j'ai vu que mon grand-père était dans le Convoi 77, est-ce que je peux vous rappeler après ?» Donc, il m'a contacté, il m'a dit « Mais voilà, nous, on a beaucoup d'archives. J'ai appelé mon frère et ma cousine. » Et il se trouve qu'ils ne veulent pas, voilà, ils veulent bien que je vous donne les archives, mais par contre, eux ne veulent pas entendre parler de cette histoire. Et ça aussi, c'est intéressant d'expliquer que, voilà, ce traumatisme, parfois, c'est transmis aux enfants, petits-enfants. Deux commentaires. D'abord, maintenant, je commence à comprendre pourquoi on fait l'analyse de notre site et pourquoi on a pas mal de demandes qui viennent des États-Unis. Donc ça me fait plaisir de voir une des personnes qui suit notre site des États-Unis. Moi, ce que je voulais dire, et je pense que c'est important, ce que l'on essaye de faire avec ce projet, et ce qui motive énormément les enseignants qui travaillent dessus, c'est qu'en fait, on sait de quoi on part au départ, mais on ne sait pas du tout où on va arriver. Et très souvent, c'est l'occasion de faire des découvertes extraordinaires où à la fois l'enseignant et les élèves prennent un grand plaisir. Et j'ai absolument pas peur de dire que sur un projet comme celui-là, sur la Shoah, on a la possibilité de prendre du plaisir. Parce que ça fait partie, quand on apprend quelque chose, quand on fait des découvertes, le processus lui-même doit apporter de la joie, de la satisfaction. Et c'est pas parce que le sujet est un sujet difficile que ça ne doit pas exister. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Le dernier
commentaire que je voudrais faire aussi, c'est qu'on a parlé beaucoup de la France, mais notre projet 1 fonctionne, comme je vous l'ai dit, dans 33 pays, actuellement 20 des 33 pays du Convoi 77, les principaux pays d'Europe, et que très souvent, on a la possibilité de mettre en connexion, c'est quelque chose qui mobilise beaucoup Claire, lorsque l'on a un déporté, par exemple, qui était né en Pologne, on va avoir une école en Pologne qui va travailler sur l'histoire de cette personne avant qu'elle quitte son pays. On va avoir une classe en France qui va travailler sur la vie de cette personne, et ces classes vont être en contact et quelquefois se rencontrer. On a un très beau projet qui vient de se terminer en Autriche il y a quelques semaines, où en fait une école française et une école autrichienne à Graz ont travaillé ensemble. Ce sont, encore une fois, moyens modernes de communication, Internet, ils ont travaillé ensemble sur Zoom, et ils se sont rencontrés à l'ambassade de France, à Vienne, où les enfants ont échangé et ont présenté ensemble le travail qui avait été réalisé. Quoi de plus beau pour des enfants européens que de travailler ensemble sur un projet comme celui-là? Il y a une question. Pouvez-vous vous rapprocher éventuellement si vous voulez prendre le micro, à moins de parler très fort? Non, mais je pense que ma voix va porter. Alors, je me présente avant, je suis inspecteur de lettres, histoire, géographie en lycée professionnel. Je voulais juste faire un petit signe. On enseigne aussi l'histoire de la Shoah en lycée professionnel. Je voulais vous remercier parce que je trouve que cette plateforme elle est très intéressante. L'année dernière, dans l'Académie de Besançon, on avait fait un parcours comment enseigner l'histoire de la Shoah en lycée professionnel. Et on ne l'a pas utilisé, donc je dirais à mon collègue qui m'a succédé pour voilà. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'il y a des liens qui se font entre les différentes plateformes ou associations ou lieux mémoriels? Par exemple, on n'est pas très loin du CERCIL ici. Voilà, comment on arrive à faire des croisements entre les autres et comment en fait on pourrait justement déployer cette offre un peu rhizomique qui permettrait finalement de croiser les sources et les méthodologies. Et finalement, pour nous, ça nous semble retirer aussi le travail de dire à un moment donné, voilà, chers collègues, vous avez toutes ces ressources formidables à vous apporter. Je réponds, puis après je laisserai Alexandre. Le CERCIL, il est question qu'on intervienne, puisque un des professeurs chargés de mission au CERCIL, Marie Pourriot, est prof de français. Et donc on a le projet de présenter ensemble, justement, puisque certains des enfants, ou des parents des enfants, étaient passés. Les sœurs Corman, si vous avez lu le livre qui est sorti l'année dernière, elles étaient à Bonne-la-Rolande, en fait. Voilà. Donc on a des professeurs de lycée professionnel qui sont engagés dans le projet. Et moi, je veux bien venir présenter le projet devant les professeurs de lycée professionnel quand vous voulez. Bien sûr, c'est aussi le but. Oui, juste pour préciser qu'il existe ce qu'on appelle les 13 lieux, enfin il y a 13 sites qu'on appelle les lieux de la mémoire de la Shoah qui se sont connectés à partir du travail du mémorial de la Shoah, donc Montluc, le Struthof, enfin là où des populations, donc les centres d'internement du CERCIL, donc il y a déjà un travail collaboratif, il y a des plateformes, il y a des réunions, il y a des projets qui sont menés en commun, mais c'est vrai que pour les enseignants, c'est pas toujours évident de le savoir. Donc, moi, ça fait longtemps, on est tous les deux avec Claire à la commission enseignement de la mémoire de la Shoah, de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Ça fait longtemps que j'ai l'idée d'essayer de faire un jour une immense recension de ce qui se fait en France et de pouvoir considérer que ça démontrerait qu'on ne fait pas rien, quoi, et qu'on est nombreux à faire des choses à l'échelle locale et que ça ne se sait pas toujours et que parfois, justement, le savoir des uns pourrait aider les autres. Voilà, ça, c'est un projet. Mais de manière plus générale, sur la question de la transmission, il y a un gros travail qui a été fait par une de mes collègues qui s'appelle Christine Guibonnet, une de nos collègues qu'on connaît bien, qui a fait un immense Padlet, mais qui est accessible en ligne, et qui fait une recension qu'elle actualise très régulièrement sur tout ce qui se fait sur l'histoire de la Shoah. Mais alors, quand je dis tout, ça va du film, de la pièce de théâtre, au webdoc. Nous, quand on avait travaillé sur le webdoc, les 2 albums d'Auschwitz, enfin, voilà, les bouquins. Enfin, donc là, ça permet peut-être justement de voir la mise en connexion du Convoi 77 avec des projets à l'échelle locale. Donc ça s'appelle Christine Guimonet, et je pense que si on tape son nom, on doit trouver assez vite l'entrée, GUIMO2NET. Et je pense que son travail, il est en ligne. Voilà. Alors, il est protégé parce que, forcément, mais elle fait un énorme travail. Elle travaille à la PAG, à la secrétaire de la PAG. Donc, vous pouvez peut-être aussi la croiser ou rencontrer des gens de la PAG sur le stand en question. Mais je trouvais que faire hommage à son travail, c'était aussi important parce que ça répond en partie à votre question. Si je peux me permettre, il y a aussi la plateforme Magistère qui peut permettre de créer une
sorte de travail global et commun. Il y a encore à faire. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaiterais, puisque l'année dernière, on a créé quelque chose, mais je pense que d'autres ont créé nettement mieux que nous, et finalement gagneraient du temps à mettre en commun toutes ces sources et à diclactiser tout ce savoir pour faciliter le travail de nos collègues. En fait. On est ouvert. Peut-être deux mots. Merci d'abord de votre intervention sur les lycées professionnels. On a de plus en plus de lycées professionnels qui travaillent sur notre projet. C'est important pour nous que ça se développe. Et je dois dire qu'on a des projets de très très grande qualité. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, nous avons au niveau de l'association des relations particulières et quelquefois des conventions avec le CERCIL qui est maintenant une part du mémorial La Shoah. Le mémorial est partenaire de notre projet depuis l'origine, donc il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai aussi pour l'ONAC et tous les établissements qui dépendent de l'ONAC. C'est vrai pour la Maison d'Isieux. C'est vrai aussi pour... il y a un centre à Bordeaux, à Lyon, nous travaillons avec eux. Et bien sûr à Aix-en-Provence avec le Camp d'Émile. Donc le lien existe aussi de cette façon-là et on essaye bien sûr de les développer autant que possible. Est-ce qu'il y a une autre question? Sinon, on peut aussi vous montrer le moteur de recherche. Ah, Claude. Oui, je voudrais pour reprendre ce qu'avait dit Laurent Joly sur le fait qu'on puisse être juif en 1944 en France et que le fait d'être victime de la Shoah ou d'avoir été sauvé de la Shoah tient à une multitude de hasards qui ne dépendent pas des personnes elles-mêmes, mais des circonstances. Peut-être aussi pourrait-on faire parler la mémoire des gens qui ont échappé justement à la Shoah, juifs ou non juifs, ce qui permettrait aussi, et souvent quand ils ont été sauvés, c'est pas seulement le fait du hasard, mais c'est puisqu'ils ont été aidés par des gens, on a appelé juste Yad Vashem, mais il y en a plein d'autres qui sont des justes inconnus, qui ont aidé plein de gens. C'est aussi des mémoires qui existent en France. Alors c'est peut-être plus dur de rassembler les documents, mais ça serait intéressant parce que ça ferait un excellent contrepoint aux mémoires de ceux qui ont été déportés et qui en sont revenus, et ça permet aussi de montrer ce que c'est que la société française à l'époque, avec ses faiblesses et ses solidarités. Juste, oui, allez-y Jean. Alors d'abord, merci de votre intervention. Je dois vous dire qu'un de nos projets dans le cadre de la poursuite du Convoi 77, c'est de nous intéresser aussi à tous ceux qui ont aidé, quelquefois certains à échapper et d'autres ça n'a pas permis, donc des déportés des juifs à ne pas être déportés. Donc mettre l'accent sur le rôle de ceux qui ont aidé des familles juives ou non juives à ne pas être concernées par la Shoah, c'est pour nous la poursuite de ce travail qui ne doit pas, je dirais, se porter uniquement, malheureusement, c'est quand même la grande priorité sur les gens qui ont disparu ou qui ont été déportés. Mais c'est un de nos projets, effectivement. Oui, moi je voulais juste préciser, vous le savez peut-être déjà, qu'il y a des historiens, enfin je pense à Cindy Biest, qui est une historienne qui travaille sur le sauvetage des Juifs en région lyonnaise, qui avait publié un bel article dans la Nouvelle Histoire de la Shoah, BIE2SE, qui travaille justement sur ces trajectoires, sur la capacité qu'a eu la société française, comme le disait tout à l'heure Laurent, Semelin aussi, bien sûr, les travaux de Jacques Semelin depuis longtemps, et de rappeler aussi que ça permet de distinguer très clairement la situation d'une France où l'antisémitisme, quoi qu'étant présent avant-guerre, et il n'est pas question de le nier, ne prenait pas la même forme et n'avait pas la même envergure que celui qui existait en Europe centrale ou orientale. Donc voilà, oui, je pense que sur la question des justes, des sauvetages, etc., il y a des choses qui se font, mais peut-être qu'elles sont moins visibles, elles sont peut-être moins centralisées que ce que vous faites vous. J'ai 3 minutes. Donc moi je fais partie de l'association L'Enfant et la Shoah, qui s'adresse aux primaires, CM2, 6e, et donc je rebondis sur ce que vous venez de dire, puisque nous on s'adresse à un public plus jeune. Donc on raconte volontiers des histoires d'enfants sauvés, et enfants sauvés par qui? Donc souvent placés dans des familles. Et donc tout mon dossier, le site est remarquablement bien fait, le site internet, je vous engage à aller voir, l'enfantetlashoah.org. Et donc toutes les histoires, quasiment toutes les histoires de ces enfants sauvés font mention de ces familles qui ont sauvé les enfants. Et
il y a un côté affectif, on ne peut pas rester de main face à ça parce que les enfants sont redevables et ont souvent gardé des relations avec ces familles et les descendants des familles. Merci. On a encore 4 minutes et je propose en fait que Claire nous montre peut-être rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas encore le site du Convoi 77, là j'ai mis la page principale, mais comment on fait fonctionner le moteur de recherche. Je pense que ça peut être pas mal. En géolocalisation, parce que si c'est en géolocalisation, c'est Georges le spécialiste. Alors Georges. Bon, alors on va peut-être aller... Georges, venir ici éventuellement pour que vous manœuvriez directement sur... Merci. J'espère que ça va fonctionner rapidement. Nous allons dans la catégorie les déportés, nous allons voir la géolocalisation. Alors c'est quelque chose que nous avons réalisé avec une société internationale qui s'appelle ArcGIS et qui nous a permis de mettre toutes les informations dont nous disposions en ce qui concerne le lieu de naissance, le lieu de résidence et le lieu d'arrestation des déportés sur une application particulière que nous voyons ici. Alors, je vais remonter un petit peu, je vais le mettre en grand écran. Je passe rapidement sur le côté. Voici le nombre de déportés par pays. Comme vous voyez, la France, alors on voit difficilement, mais on se rapproche des 700 déportés. En deuxième position, alors là on ne le lit pas pour un petit problème technique, c'est la Pologne avec pas loin de 200 déportés. Ensuite la Turquie, l'Allemagne, la Roumanie, il y a un certain nombre de... Mais je ne vais pas insister là-dessus. Nous avons ici la possibilité d'avoir, pourquoi on a ça, une carte du monde qui nous indique donc, alors on va prendre un pays, je vais mettre par exemple l'Algérie, voilà, je fais partie de la génération qui utilise un ordinateur avec un seul doigt, je n'en connais pas. Voilà, je prends le pays Algérie. La carte qui apparaît ici est donc la carte de l'Algérie, sur laquelle je peux faire un zoom avant. Et j'ai ici les lieux de naissance, puisqu'il s'agit là donc des lieux de naissance de tous les déportés du Convoi 77 qui étaient nés en Algérie. Je vois aussi dans cette seconde partie ici la répartition des déportés en ce qui concerne les projets en réalisation. En ce qui concerne les déportés donc, qui étaient nés en Algérie, sur 28 d'entre eux, les projets n'ont pas encore été attribués et ne sont donc pas réalisés. 11 sont en cours de réalisation et 17 ont déjà été réalisés. Et si je veux rentrer dans les détails, je passe ici les noms les uns après les autres. Lorsqu'il est rouge, donc c'est un projet qui n'a pas été attribué. Jaune, qui est en cours de réalisation. Et je voudrais arriver à un projet vert. J'espère y arriver. Voilà, j'avais un projet vert ici qui me permet d'aller directement sur la biographie de cette personne qui a été réalisée. Donc un enseignant qui est intéressé à travailler sur notre projet, alors il faudrait que ça apparaisse, oui, ça va prendre un petit peu de temps. Un enseignant qui est intéressé à travailler sur notre projet peut choisir un pays lorsqu'il est à l'étranger, peut choisir une région lorsqu'il est en France et aller voir directement les projets qui sont disponibles et donc en fonction de ça de s'inscrire sur le projet. L'ordinateur est un peu long mais vous avez compris, voilà. Voilà, ici donc nous avons ici apparaît la biographie qui a été réalisée donc de quelqu'un qui s'appelait Rachen Bitoum, qui a été réalisée par, c'est ce que l'on va voir ici à la fin. Donc vous voyez une biographie avec de nombreux documents, avec des tas d'informations. Chaque biographie d'ailleurs est particulière, nous n'imposons aucun cadre particulier. Elle a été réalisée par les 48 élèves de 3e 3 du collège Jean Brunet d'Avignon, année scolaire 21-22. Et le projet a été prolongé en 22-23. Voilà. J'ajouterai juste un point là-dessus. L'ensemble des biographies sont au fur et à mesure traduites en anglais aussi et dans la langue du pays d'origine. En
en ce qui concerne cette personne qui était née en Algérie, cette biographie va être traduite, si ce n'est pas le cas, en arabe et sera donc accessible à des gens, des étudiants et des enseignants dans les pays musulmans qui voudront lire la biographie en arabe. Et votre bonne assistance. Nous sommes encore là quelques minutes si vous souhaitez discuter avec nous en aparté. Bon après-midi à tous.